George Parachakis se nourrit mal, et il le sait. Il essaie d'y remédier, mais il est difficile de résister au goût de la malbouffe, ce qui ne l'empêche pas de pester contre l'industrie alimentaire. Ce sont les plus grands criminels de la planète, à part les banquiers. Je les mets au même niveau. Ils matraquent les gens à coups de publicité mensongère et de campagnes de désinformation. Ils se font des centaines de milliards de dollars. Il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent. Il y a trop d'argent en jeu. Et si des gens meurent, tant pis. Leur argument, c'est sans doute qu'on peut casser sa pipe dans un accident d'avion ou se faire renverser par un camion. Là, on meurt parce qu'on a mangé trop de hamburgers. Et alors? En matière d'obésité, les États-Unis détiennent le record du monde. À Huntington, en Virginie-Occidentale, le phénomène atteint des sommets. Dans les supermarchés, les emballages étiquetés XXL ou 6 pour le prix de 4 font un malheur. Les chaînes de restaurants et de fast-food alourdissent encore l'addition avec des offres de buffets à volonté. L'industrie alimentaire fait des milliards de bénéfices et le système de santé publique paye pour les dégâts. L'an dernier, l'obésité lui a coûté 147 milliards de dollars. À Huntington, les fast-foods s'alignent le long des rues. Il y a encore peu, Jennifer Williams les fréquentait assidûment. C'est si simple et si bon marché. Mais depuis un an, elle a radicalement changé ses habitudes de vie. Elle n'achète plus que des produits bio dans des boutiques spécialisées. Elle se préoccupe de l'avenir de ses enfants, une prise de conscience qui lui revient chère. Ça, c'est du fromage Colby, une sorte de cheddar, bio. Des légumes. Et de la soupe de légumes en poudre bio, très difficile à trouver. De la soupe de poulet en poudre. Et du dentifrice pour les enfants. Ces enfants achèteront-ils les mêmes produits quand ils seront grands? En auront-ils les moyens? Jennifer et son mari ont coupé dans leur budget loisirs pour se le permettre. Ils ont fait un choix délibéré. En l'espace d'un an, depuis que Jennifer cuisine elle-même régulièrement, elle a perdu 20 kilos. Elle a encore dans le nez et dans la bouche l'odeur et le goût du fast-food. De temps en temps, l'envie d'en manger la reprend. C'est un documentaire sur les pratiques de l'industrie alimentaire américaine, Food Inc., qui a changé sa vie. Elle se passe le film en boucle. Ça lui donne la force de résister aux tentations de l'industrie des plats cuisinés et du fast-food. Le produit fini, de la viande pour hamburger traitée à l'ammoniac pour éliminer les bactéries E. coli. C'est de la production de masse. Des poulets produits à la chaîne. En seulement 7 semaines, vous obtenez des poulets de 2,5 kg. Leurs os et leurs organes ne résistent pas à cette croissance trop rapide. Ils éclatent. C'est vraiment terrible. On dirait que l'appât du gain a pris le pas sur la responsabilité de produire de la nourriture saine. On va acheter un litre de lait sans penser que ça peut poser problème. On le donne à nos enfants et puis on se rend compte qu'il contient des hormones de croissance et des antibiotiques et que ces produits peuvent causer des cancers. On découvre que ce qu'on croyait bon pour nos enfants est en réalité nocif. On ne peut plus se fier à rien. Jennifer estime que l'industrie alimentaire est responsable, mais en partie seulement. Elle sait qu'elle a aussi un rôle à jouer pour changer les choses et devenir un modèle pour ses enfants.
On ne peut pas les accuser de tous les maux. Ils portent une part de responsabilité, c'est certain. Mais nous aussi, il faut voir les deux côtés du problème. Ce que Jennifer tente d'accomplir seule, Huntington's Kitchen essaie de le faire avec ce qu'on appelle la Food Revolution, la révolution des assiettes. You're probably just going to dice them up, just because you're going to use them for a topping. So. Le cuisinier a appris son métier avec Jamie Oliver, ce chef britannique très médiatique qui milite pour la nourriture saine. Sa révolution avait commencé à Huntington. Depuis, une clinique privée mandatée par la ville a pris le relais. Les participants apprennent gratuitement ce qu'ils n'ont jamais su faire ou qu'ils ont oublié, la cuisine. Le chef les encourage et les félicite. Chacun de ces gestes leur est étranger. Ils avaient désappris à cuisiner, laissant ce soin au fast-food ou se nourrissant de plats cuisinés. Votre cuisine a besoin de vous. C'est le message de ce stage pratique. Comment préparer en 20 minutes une pizza saine, composée d'ingrédients frais et savoir ainsi ce qu'on mange. Qu'allons-nous manger demain? Qu'est-ce qui nous rend dépendants? Qu'est-ce qui nous rend malades? Ces questions, ils ne se les étaient jamais posées. Ma pizza est super bonne. Evan Jones sait pourquoi l'obésité se développe comme une épidémie. Pour moi, l'industrie alimentaire est la première coupable. Ils mettent trop d'additifs dans la nourriture. C'est ce qui fait grossir les gens. Je le sais parce que j'en ai fait personnellement l'expérience. Pendant 21 jours, je n'ai consommé que des légumes et des aliments frais. Et j'ai maigri. Il n'y avait aucun additif dans la nourriture que j'ai mangée. Donc l'industrie alimentaire est la principale responsable de l'obésité dans le pays. Difficile d'obtenir une interview dans ce secteur. Nous avons fait 5 demandes et essuyé autant de refus. Voici Kim, filmée en caméra cachée pendant qu'elle fait ses courses. Son chariot est rempli de ces produits dont elle a bien du mal à se passer. Parfois, on a une envie irrésistible de manger un cheeseburger parce qu'on est habitué à en manger. Et j'aime les frites, les choses grasses, le fast-food, les ailes de poulet et toutes les mauvaises sauces. La sauce au bleu, la sauce ranch. Même quand je mange de la salade, j'ajoute plein de fromage et de lardon. Bref, rien de bon pour la santé. Elle a fait un stage de 6 fois 2 heures à Huntington's Kitchen. Ces cours l'ont-ils libérée de sa dépendance à la nourriture? Quand je regarde la télé, il faut que je fasse très attention. Quand j'étais plus jeune, si je voyais une pub pour de la nourriture, je courais à la cuisine, j'ouvrais le frigo et je me disais « Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans ?» Même si je n'avais pas faim, rien que de voir ces pubs à la télé, je me mettais à penser à manger. L'industrie alimentaire américaine dépense 30 milliards de dollars par an en publicité. Pour la plupart, ces campagnes concernent les produits les plus nocifs pour la santé. À New York, Nicolas Freudenberg travaille depuis 30 ans sur les rapports entre la mauvaise alimentation, l'obésité et la pauvreté. Les campagnes publicitaires des grands groupes alimentaires ciblent les pauvres. Les commerces proposant de la malbouffe sont concentrés dans les quartiers défavorisés, qui deviennent ce que nous appelons des déserts alimentaires. On n'y trouve plus de nourriture saine. D'autre part, les gens les plus pauvres sont soumis à des niveaux de stress élevés, liés à l'angoisse de vivre dans le besoin. Or, le stress pousse les gens à manger de la nourriture grasse et riche en sel et en sucre. Nous sommes programmés biologiquement dans ce sens du fait de l'évolution. En période de raréfaction de la nourriture, donc de stress, nous ressentons le besoin de stocker des aliments riches en graisse, en sucre et en sel. Dans son combat pour une nourriture plus saine, il bénéficie du soutien de Michelle Obama. L'épouse du président des États-Unis a lancé une campagne nationale intitulée « Let's Move ». On se bouge.
Son objectif est de changer les comportements alimentaires et le mode de vie des Américains. Elle les appelle à devenir des modèles pour leurs enfants. En tant que femme active, j'allais moi aussi au fast-food et je commandais des pizzas plus souvent que je ne l'aurais voulu. J'en ai vu les effets sur ma famille et en particulier sur mes enfants. Un jour, un pédiatre m'a dit qu'il fallait songer à changer nos habitudes de vie. Et j'ai voulu faire bénéficier le pays des leçons que j'avais tirées de cette expérience. Let's Move est une campagne nationale fondée sur 4 principes clés. Le premier, c'est de mieux informer les parents, leur donner les outils nécessaires pour effectuer les changements dont leur famille a besoin. Le deuxième, c'est d'améliorer la qualité de la nourriture dans nos écoles. C'est là que les enfants prennent la plupart de leurs repas et nous devons faire en sorte qu'ils soient de bonne qualité. Le troisième, c'est d'éliminer les déserts alimentaires dans ce pays. Et le quatrième, c'est de faire de l'exercice. La campagne de Michelle Obama est importante, certes, mais ne vaudrait-il pas mieux durcir les lois à l'égard de l'industrie alimentaire? L'industrie alimentaire joue un rôle très important dans la politique américaine. Elle soutient les campagnes des candidats aux élections. Elle fait du lobbying en permanence. La Chambre de commerce des États-Unis représente tous les secteurs industriels, y compris l'industrie alimentaire. Lors des dernières élections, elle a apporté un soutien financier considérable aux candidats privilégiant l'autorégulation des entreprises par rapport à l'intervention du politique. Donc elles ont beaucoup de poids, mais nous avons la masse des gens avec nous et je pense qu'avec le temps, on peut faire pencher la balance de l'autre côté. Les troupes de Nicolas Freudenberg et Michelle Obama, on peut les rencontrer à New York, sur Union Square. Ici, on ne vend que des produits locaux, frais et biologiques, cultivés par de petits producteurs de la région. Dans ces milieux, la classe moyenne supérieure instruite, les géants de l'industrie alimentaire n'ont aucune chance de s'imposer. Mais peu importe car ils jouent à l'échelle planétaire. Ils exportent dans le monde entier et gagnent sans cesse de nouveaux marchés. Il y a longtemps que l'obésité est un problème universel. Dans le monde, on estime que 300 millions de personnes sont en surpoids. Et la tendance est à la hausse. Le meilleur exemple de ce processus globalisé, c'est que l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, a conduit à une augmentation spectaculaire de l'obésité et du diabète au Mexique. À cause de ce traité, le soda et les aliments préparés sont beaucoup plus accessibles. Désormais, il est plus difficile d'acheter les produits locaux et sains qu'auparavant. Ce traité est entré en vigueur en 1994. Depuis, la bataille entre l'agro-industrie, qui opère au niveau mondial, et les petits exploitants est devenue un combat inégal. Jusqu'alors, le Mexique produisait son propre maïs. Depuis les accords, il importe de plus en plus de maïs subventionné américain, qui est moins cher, et de plus en plus de maïs transgénique américain, qui est encore moins cher. La culture du maïs transgénique, longtemps interdite au Mexique, vient d'être autorisée par le gouvernement mexicain, censément à des fins scientifiques. L'accord de libre-échange n'a pas seulement transformé l'agriculture et l'économie mexicaine, mais la société tout entière. Les structures agricoles et les conditions de vie des petits exploitants évoluent rapidement. Le SECAM, une ONG mexicaine, observe et analyse les changements en cours et à venir sous la houlette de Ana de Ita. Por ejemplo, en el caso de maíz,
Le gouvernement mexicain subventionne les multinationales, les géants comme Cargill, Archer Daniels Midland, Maseca, une multinationale mexicaine, et Minsa, pour qu'ils transportent le maïs à travers tout le pays, du nord au sud, du Sinaloa au Yucatan, du Sinaloa au Guerrero. C'est le gouvernement qui paye le transport et les frais de stockage. Tout cela va dans les poches des multinationales. La plupart des petits producteurs ne reçoivent pas d'aide. Il n'y en a que pour le programme Procampo. Auparavant, l'État vendait le maïs à un prix fixe aux petits paysans. Il protégeait le cours du maïs. Ce système a été abandonné. Les petits exploitants ne peuvent plus vendre leur maïs excédentaire à l'État. Les grandes entreprises sont les principales importatrices de maïs américain au Mexique et elles sont largement subventionnées par le gouvernement américain. Les seules gagnantes dans l'affaire, ce sont elles. La Sierra Juárez tient son nom de Benito Juárez, le premier président indien du Mexique qui lutta pour l'indépendance du pays. Ici, le peuple zapotèque s'est opposé à la politique du gouvernement mexicain visant à une prétendue modernisation du pays. Les conséquences de l'accord de libre-échange sont visibles dans chaque village. Au cours des 10 dernières années, 2 millions de paysans ont abandonné leurs villages et leurs champs. Ils sont partis dans les grandes villes ou ont émigré aux États-Unis. Santa Maria Jaltianguis s'est vidé de 70% de ses habitants. Le maïs ne pouvait plus les nourrir. Le kilo de maïs produit par les petits paysans coûte 5 pesos. Celui produit par l'agriculture subventionnée en vaut 2,5. S'il est aussi bon marché, c'est que les dommages induits par l'exploitation agro-industrielle ne sont pas pris en compte. Destruction des sols par la monoculture, effet sur le climat, perte de la biodiversité. Aldo González se bat pour que les paysans restent, pour que la terre qu'ils possèdent en commun demeure entre leurs mains et pour qu'ils reçoivent le soutien dont ils ont besoin dans leurs montagnes. Il se bat pour une autre politique. Pour nous, la politique du gouvernement a pour objectif de rendre aux paysans la vie si dure qu'ils finissent par renoncer. Ils n'auront plus qu'à devenir ouvriers en usine et à consommer les produits de l'agro-industrie. Nous luttons pour l'autonomie des populations indigènes. Dans ce contexte, le maïs a une importance capitale. Il veut préserver la culture traditionnelle du maïs avec ses 60 grandes variétés mexicaines et leurs milliers de variantes. Il se bat contre la culture du maïs génétiquement modifié et la contamination volontaire des espèces autochtones. Traditionnellement, la plante principale, c'est le maïs. C'est la denrée de base. Ensuite, on a des haricots qui prennent appui sur les tiges de maïs pour pousser, mais qui vont aussi fixer dans le sol l'azote dont le maïs a besoin. Enfin, on plante des courges parce qu'elles ont de grandes feuilles qui retiennent l'humidité au sol. Il fait pousser 3 variétés de maïs dans son champ.
Au Mexique, le maïs blanc est très apprécié pour les tortillas. Ça, c'est une autre variété, de couleur violette. Le maïs jaune, c'est encore autre chose. Il est beaucoup plus dur. Aldo veut préserver cette diversité. Pour lui, ces variétés, ce système de culture et la propriété collective font partie de son patrimoine et doivent être protégés. Il voudrait que les générations futures puissent encore consommer ces mêmes variétés de maïs et que la population indigène ait voix au chapitre sur l'avenir de la région. Son action contre la politique du gouvernement mexicain et la stratégie des multinationales lui a valu des menaces. Et bon nombre de médias américains l'ont traité de guerriero. Il y a peu, il a découvert dans son champ un plant de maïs différent des siens. Il l'a fait analyser. J'ai découvert qu'il s'agit bien d'un plant transgénique. Il comprend au moins 3 types de gènes étrangers. Pour moi, quelqu'un a voulu contaminer les variétés locales de maïs. Et tout cela est intentionnel. Autrement, je ne vois pas comment ce plant aurait pu arriver dans mon champ. Je ne l'ai pas semé. Et je ne crois pas que ce soit le fait d'un individu isolé. Ce sont probablement les grandes sociétés productrices de maïs transgénique qui sont derrière tout ça. Elles ont intérêt à contaminer les champs de maïs mexicains. Ici, les variétés de maïs sont traditionnellement un bien commun. Les multinationales veulent les modifier génétiquement, les breveter, les privatiser et en faire des denrées commercialisables sur le marché mondial. Leur objectif est de contrôler les semences et la production. Pour les petits exploitants, cela revient à une expropriation. Aldo conseille les paysans locaux en matière de culture et leur fournit aussi une aide juridique. Ensemble, ils cherchent à s'unir à d'autres petits producteurs à travers le monde. Guadalupe et Valdemar ont décidé de rester à Guelatao. Aux États-Unis, des millions de leurs compatriotes gagnent une misère comme ouvriers agricoles ou saisonniers. Les frontières deviennent de plus en plus hermétiques et les immigrés illégaux sont désormais considérés comme des criminels. Ils ne voient pas leur avenir là-bas. Ils préfèrent vivre dans leur tradition, au sein d'une culture qui vénère le maïs, la plante nourricière. Guadalupe prépare une soupe pour la fête des morts. Elle est composée de maïs, de courges et de canne à sucre. On en déposera un bol sur le caveau familial. On s'y rend chaque année pour le jour des morts. C'est une tradition bien vivante, non seulement dans le village, mais dans toutes les villes du Mexique. Nous sommes à Oaxaca la nuit du 1er novembre. Lors de cette fête, à mi-chemin entre culte des morts et bal masqué, les Mexicains affluent vers les cimetières pour y retrouver leurs parents décédés. Car on dit que pendant ces 24 heures, les morts reviennent parmi les vivants. On chante, on prie, on mange et on boit tous ensemble. Sur les tombes, on place tout ce que les morts aimaient boire et manger. Il y a beaucoup de plats à base de maïs, mais aussi du soda et des chips. La famille au grand complet va veiller toute la nuit sur la tombe de la petite Miranda. Pour tenir jusqu'au matin, on a préparé de grandes quantités de soupe de maïs et de viande de porc.
On l'agrémente de radis, de coriandre et de beaucoup de tequila. La petite fille avait 4 ans quand elle est morte. La bataille de nos assiettes, c'est aussi une guerre pour la possession de la terre. Autrefois, le Morelos était constitué à 80% de propriétés collectives. Aujourd'hui, elle ne couvre plus que 40% du petit État. Et les Mexicains appellent ces terres qu'ils possèdent et travaillent en commun des ejidos. Ils les ont obtenues de haute lutte il y a près d'un siècle, grâce au combat d'Emiliano Zapata. Ces terres collectives ne pouvaient ni être vendues, ni devenir propriété privée. L'accord de libre-échange conclu avec les États-Unis a tout changé. Le gouvernement mexicain a modifié la loi issue de la Révolution qui avait fondé le Mexique moderne. La Constitution a été amendée et le paragraphe gênant rayé du texte. Ces lotissements ont été construits à des fins spéculatives par des sociétés mexicaines avec l'argent d'investisseurs étrangers. Aujourd'hui, ils envahissent le paysage. Destinés au week-end des habitants de la capitale, ils sont vides. On a fait pousser des villes fantômes sur ces terres autrefois fertiles. L'immobilier a commencé à se développer il y a à peu près 50 ans dans le Morelos. Et les terres collectives, appelées les ejidos, sont passées progressivement aux mains d'organismes privés qui ont morcelé et viabilisé les terres pour les revendre beaucoup plus cher. Ce procédé était parfaitement illégal. C'est au mépris des lois en vigueur que ces propriétés collectives sont devenues des propriétés privées, de manière à tirer le maximum de profit de leur commercialisation. Et de cette façon, ce qui fut les ejidos, enfin une grande partie des ejidos, a disparu. Les petits exploitants mexicains ont perdu leurs terres et le pays est de plus en plus dépendant du cours mondial des matières premières agricoles. Ces nouvelles maisons finiront peut-être par se vendre, à moins que la bulle spéculative explose. Mais une chose est sûre, les grands perdants de l'accord commercial liant les États-Unis, le Canada et le Mexique, ce sont surtout les petits producteurs mexicains. La politique économique néolibérale ne se contente plus de contester les droits et les acquis pour lesquels Emiliano Zapata s'était battu, elle les détruit. Nos interesa luchar porque puedan existir los bienes comunes. Nous nous battons aussi pour la préservation de la propriété collective. Elle doit être protégée contre l'appétit des multinationales et du gouvernement mexicain qui cherchent par tous les moyens à se les approprier pour les privatiser. Il ne doit pas y avoir d'accumulation du capital par la dépossession des paysans. Les petits exploitants doivent garder le contrôle de leurs ressources qui sont en fin de compte des biens communs. Les semences, les forêts, l'eau, la terre, la biodiversité. Il faut empêcher que les multinationales n'accaparent ces biens à des fins commerciales, car cela va contre l'intérêt du plus grand nombre. Les petits exploitants sud-coréens connaîtront bientôt le même sort que leurs homologues mexicains. Comme eux, ils vont passer à une économie de subsistance et être jetés dans la pauvreté. Un accord de libre-échange avec l'Amérique et l'Europe vient d'être signé. Il sert en premier lieu les intérêts des grands conglomérats, pas ceux de l'agriculture.
Que mangeront les Coréens demain? Moins de riz, c'est certain. Les multinationales travaillent depuis longtemps à la mondialisation des habitudes alimentaires, à commencer par celle des 2 millions d'habitants de Séoul. Ici, le riz a la même signification économique et culturelle que le maïs au Mexique. Aujourd'hui, les Sud-Coréens produisent plus de riz qu'ils n'en consomment, ce qui fait baisser le prix de la céréale. Les importations des États-Unis, d'Égypte et du Japon, imposées par l'Organisation mondiale du commerce, font encore chuter les prix. Avec l'accord de libre-échange, la situation des petits exploitants va encore s'aggraver. Comme beaucoup d'autres, Yesun Park cultive moins d'1 hectare de terre. La moitié de sa récolte suffit à le nourrir. Le reste, il le vend à l'État, lequel lui paie un forfait, un prix subventionné. Pour l'instant. Quand l'accord de libre-échange entrera en vigueur, ces prix garantis disparaîtront. Nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter ce que le gouvernement a décidé de faire. Nous ne pouvons pas lui donner des ordres. Nous, les petits exploitants, nous n'avons aucun pouvoir. À quoi cela servirait-il de leur faire connaître notre avis, puisque nous ne pourrons pas l'imposer? Le gouvernement nous a promis d'acheter notre riz à 66 cents le kilo, réglé en liquide. C'est bien. Il ne donnera pas plus. Ça ne sert à rien de manifester. Les syndicalistes de la Ligue des paysans coréens sont moins résignés que Yesun Park. Ils organisent des manifestations dans tout le pays contre l'accord de libre-échange et la politique agricole du gouvernement sud-coréen. Pour eux, la situation est désespérée. Il y a quelque temps, 2 paysans se sont suicidés parce qu'ils n'avaient plus aucun espoir en l'avenir. Nous voulons des prix garantis. C'est leur exigence. Nous sommes sacrifiés parce que le gouvernement veut exporter davantage de voitures et de téléphones portables et il nous conduit droit à la pauvreté. Dans le monde, il y a 2 milliards de petits paysans. Pour la plupart, ils sont en Asie et en Afrique. Que mangerons-nous demain? Cette question, 1 milliard d'êtres humains se la posent chaque jour. Et ce sont en majorité des petits exploitants. Le problème, c'est que les petits fermiers ont été marginalisés politiquement. Du point de vue économique, ils ne constituaient pas un investissement rentable. Ils ne présentaient aucun intérêt pour les décisionnaires. Et de ce fait, pendant de nombreuses années, ils ont été considérés comme un problème, pas comme une partie de la solution. Le résultat, c'est que de très nombreux petits producteurs se sont retrouvés confinés dans une économie de subsistance. Il faut redonner voix à ces paysans et intégrer leur point de vue dans les décisions. C'est essentiel pour trouver des solutions viables. On n'arrivera pas à lutter contre la faim et la malnutrition sans soutenir cette large portion de la population. N'oublions pas que 2 milliards de personnes dépendent des produits de ces petites exploitations pour vivre. C'est absolument vital pour vaincre la pauvreté. Comment lutter contre la faim dans le monde? Cette question, voilà 25 ans qu'un chercheur de l'université Kyunghae, en banlieue de Séoul, se la pose. Il lui a consacré sa carrière scientifique et ses recherches. Aujourd'hui, dit Guinéongan, une rizière d'1 hectare nourrit 27 personnes. En 2050, il faudra qu'elle en nourrisse 43 si la population mondiale continue d'augmenter comme elle l'a fait jusqu'ici. Les gens qui sont pauvres n'ont pas les moyens d'acheter de la viande ou du lait. Ils consomment énormément de riz et de blé et ont des carences en vitamines et en minéraux.
Ils risquent donc de tomber malades, ou leurs enfants peuvent mourir en bas âge. Alors j'ai tenté d'augmenter le taux de fer et de zinc dans le grain de riz. Si nous pouvons leur fournir un meilleur riz, nous pourrons sauver de nombreuses vies. Sauver des vies, réduire la malnutrition, c'est le but de ses recherches. Son riz transgénique enrichi en fer et en zinc n'est pas seulement stocké dans sa banque de semences, il est aussi expertisé par une commission gouvernementale en vue d'être autorisé. En attendant, Guinéung se consacre à un nouveau projet en collaboration avec 40 scientifiques du monde entier et l'Institut international de recherche sur le riz basé aux Philippines. Ils veulent modifier génétiquement le riz pour que le plant de riz C3 réalise sa photosynthèse aussi efficacement que le plant de maïs C4. Pour cela, il faut transformer la céréale. Il y a deux types de plantes, la C3 et la C4. La C4 est comme le maïs. Elle fixe le carbone plus efficacement. Si nous pouvons créer un riz identique au maïs sur ce point, par exemple, les fermiers pourraient en produire 30, voire 50% de plus. Il faut modifier la structure de la feuille pour qu'elle ressemble au C4. Et aussi la biochimie de la plante. C'est un grand défi, ce ne sera pas facile, mais c'est notre rêve. Ce rêve est notamment financé par l'argent de Bill Gates, dont la fondation s'est engagée dans la lutte contre la faim. Que se passera-t-il s'ils réussissent? Leur création sera-t-elle brevetée? Même si nous la brevetons, ce sera pour éviter que cette technologie tombe aux mains de l'industrie. Nous en ferons don aux pauvres. Ce ne sera pas pour en tirer de l'argent. Guinéung ajoute qu'ils pourront peut-être atteindre leur but d'ici 10 ou 20 ans. À l'heure actuelle, 1 milliard d'hommes ont faim et 25 000 meurent tous les jours des conséquences de la faim et de la malnutrition. « 11 000 kilomètres plus loin, en Occident. Vancouver travaille aussi dans la génétique, mais dans un domaine différent. Il élève des clones. Cet ancien pilote de l'armée de l'air est aujourd'hui vétérinaire et homme d'affaires. Dans son ranch de Galsbury, au cœur du Kansas, il pratique ce que demande sa clientèle, insémination artificielle, transfert embryonnaire et transfert d'embryons issus de clones. Pour lui, le clonage est un secteur d'avenir. Bien sûr, il concerne seulement les animaux qui en valent la peine et l'investissement. Car un clone coûte très cher, entre 10 et 20 000 dollars. C'est ici qu'il nourrit ses veaux et ses futures mères porteuses. Pour son activité, il a besoin de bonnes génisses car ce sont elles qui vont donner naissance aux clones. Avons-nous besoin de viande clonée? Don est réaliste, on peut s'en passer bien sûr, mais les possibilités de cette technologie le fascinent. Sa société s'appelle SEK Genetics et ses veaux font sa fierté.
Tout ça, ce sont des clones. Celui-là est un clone d'Angus, et ces 5-là sont issus de la vache B615. La satisfaction de Don est évidente quand il nourrit ses clones. Ce projet de clonage est une réussite. Nous en sommes très fiers. Est-ce que ça peut rater? Il est parfois difficile de reprogrammer les lignées cellulaires. Il y a des pertes d'embryons. Ils meurent. Parfois, les veaux vont jusqu'à la naissance, mais ils présentent des défauts. Mais on voit la même chose chez les bêtes normales. John a fait 2 heures de route avec 5 mères porteuses pour le transfert embryonnaire. David, l'assistant de Don, va déterminer à l'aide d'un échographe si elles sont en période de fécondité. Il pratique d'abord une anesthésie locale. Vous voyez ici le cercle avec le trou au milieu, ça prouve qu'elle a ovulé. Côté droit, c'est bon. La 99 est bonne, à droite. L'embryon est dans une paille logée dans cette seringue. Ici, il s'agit d'un embryon normal. Mais un embryon cloné va être inséré en même temps. Don ne produit pas des clones tous les jours, mais quand il reçoit une commande, c'est lui qui prépare le matériel génétique, le noyau cellulaire de l'animal à cloner. Il ne procède pas lui-même au clonage. Pour cela, il faut une licence spéciale et Don ne l'a pas. C'est un institut de Pennsylvanie qui le fait pour lui. L'embryon cloné, comme celui-ci, peut être livré de nuit par transporteur si Don en a besoin dès le lendemain matin. Ici, il stocke des milliers d'échantillons de sperme. Du sperme de taureaux clonés. Ce qui me fascine, c'est la possibilité de copier et de préserver le matériel génétique qu'on trouve particulièrement utile. Et on peut le reproduire en quantité illimitée s'il y a des débouchés économiques intéressants. John veut photographier le clone d'un descendant de Yellow Jacket, la star des taureaux reproducteurs. Ce veau blanc est issu de son clonage. L'éleveur aime exhiber la photo de son protégé. Vous avez déjà goûté la viande d'un clone de Yellow Jacket? Non, pas moi. Mais j'ai mangé beaucoup de viande clonée. En tout cas, ça ne me dérangerait pas. Aux États-Unis, il y a des milliers d'animaux inséminés avec du sperme d'animal cloné. Ce sont comme des clones de clones. Ils ne sont pas suivis. Ils sont introduits dans la chaîne alimentaire, sans discrimination. Quand on mange un hamburger dans un fast-food, on ne peut pas déterminer s'il s'agit de la viande d'un animal cloné ou d'un clone de clone. Moi, j'en suis incapable. C'est impossible de faire la différence. Peut-être mangeons-nous déjà de la viande clonée sans le savoir. Et pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe. En été, les toits de New York verdissent et fleurissent. Ce n'est pas nouveau. Depuis longtemps, on fait pousser fines herbes, salades et légumes sur les terrasses de la grosse pomme. Ce qui est plus inhabituel, c'est que la récolte aboutisse quelques étages plus bas, dans la cuisine d'un restaurant.
John Money, chef cuisinier, est une sorte de pionnier. Il est enchanté par le goût de sa roquette. Elle n'est pas trop relevée. Excellent. C'est bon? Magnifique. Elle a un petit goût de moutarde et de radis. Et c'est très très frais. Je n'ai pas peur de l'air de New York. L'eau arrive par un réservoir situé dans la base. Elle passe par le milieu. L'eau s'écoule sur les côtés et les racines sont à l'intérieur. On cueille les produits à maturité. Il n'y a pas de réfrigération ni de transport. Mon restaurant est en bas. La plupart des légumes qu'on achète au supermarché sont cultivés pour être transportés et stockés. Les miens sont cultivés pour le goût. Dixon des Pommiers, quant à lui, rêve de gigantesques serres dans les villes pour les rendre autosuffisantes. My name is Dixon DePommier. I teach at Columbia University's Medical School and School of Public Health. The world would be a much better place if we had vertical farming. Ces fermes verticales sont alimentées par des éoliennes ou des panneaux solaires. Il les imagine dans les mégalopoles d'Asie et d'Afrique, mais aussi à New York. Voilà le même prototype vu sous un autre angle. Là, on le voit de plus près et on aperçoit les plantes qui poussent à l'intérieur. Ce sont des plantes de tomates, mais on peut aussi faire pousser des haricots verts, par exemple. On peut cultiver toutes sortes de légumes ou de fruits sous serre. C'est déjà le cas d'ailleurs. Et quel goût auront-ils? Aujourd'hui, on sait cultiver des produits de serre qui ont du goût. Pour cela, on assoiffe les plantes. Sans eau, elles concentrent les sucres. Quand la plante est soumise à ce stress, qu'elle n'a pas tout ce qu'il lui faut, elle réagit en produisant des molécules aromatiques, les flavonoïdes. À maturité, on ne peut pas distinguer une tomate de serre d'une tomate de pleine terre. Ellie's World, sur la 3e avenue, est la preuve que ça fonctionne. Depuis des années, Ellie Zabar exploite des serres situées sur les toits de New York et vend ce qu'il a récolté à partir de plantes hybrides. Le concept est un peu bobo et coûte donc un peu plus cher. La roquette des toits affiche 7,99 $ la barquette et les tomates 9,99 $. Mais elles sont garanties sans produits chimiques. Bien sûr, tout ne peut pas venir des toits, mais cela rend ces produits frais d'autant plus attractifs. Que mangerons-nous demain? Peut-on déjà discerner des tendances? C'est sur ces questions que planche le Centre de transfert de technologie de Bremerhaven, associé à l'Université de la ville. On y met au point des procédés qui peuvent être utilisés par les fabricants de produits alimentaires, les restaurants et les traiteurs. La cuisine sous vide pourrait être une tendance de l'avenir. La cuisson est douce et sans graisse. Le saumon est simplement agrémenté d'une tige de thym. Au lieu de se volatiliser, les arômes peuvent se développer. Ils sont protégés dans l'emballage sous vide. Fini la chimie, place à la physique. La lyophilisation répond aussi à cette exigence. Ce procédé permet de conserver les aliments sans additifs ou conservateurs. On se contente d'extraire l'eau du saumon. Il suffit ensuite d'en rajouter pour obtenir une délicieuse soupe de saumon sans goût de synthèse et surtout sans conservateur. Bien sûr, le produit de base doit être de qualité. C'est essentiel pour qu'il ait du goût. Moins de chimie et plus de physique? Est-ce plus qu'un slogan? La tendance est là. Faire intervenir la physique, cela implique qu'il y ait une technologie existante. Et cette technologie permet de manipuler un peu moins le produit. Mais on ne va pas se mentir, ça sera plus cher. Ce qu'on va voir, c'est une diminution du nombre de segments sur ce marché. On aura d'un côté la consommation de masse, le marché principal, et puis de l'autre côté, un marché de grande qualité qui correspond grosso modo à ce qu'on désigne sous le nom de bio ou de slow food.
Et ces marchés vont de moins en moins se recouper. Les consommateurs appartiendront pleinement à un segment ou à un autre. En clair, cela signifie que la société de demain sera à deux vitesses. Les uns vivront de façon saine et les autres un peu moins. Les uns auront le choix, les autres non. Ces derniers pourront encore moins se permettre d'acheter les produits alimentaires qui seront encore plus chers. Parfait. Nos chariots, nos